Vous retrouverez dans cette fiche les éléments historiques, philosophiques, assez classiques, assez connus à propos du travail, de la punition divine de la Genèse, à l'homme qui se fait en faisant, la révolution industrielle, Marx, au travail comme facteur d'intégration sociale, bien sûr, au problème du chômage, jusqu'à la critique quand même qu'Hannah Arendt fait du rôle peut-être trop important que le travail prend dans la société moderne. Ce sont les éléments de base de la culture générale. Cela dit, ce que je souhaitais développer ici sont des choses qui sont souvent moins connues et qui pourtant sont au cœur en fait des vrais débats concrets et des décisions et des tensions qui traversent notre société à propos du travail. Ce sont les données économiques et sociales relatives au travail. Quelques idées toutes simples, mais dont je voudrais que vous sentiez bien la tension. La tension est la suivante. Le travail est une valeur économique, une donnée économique, d'abord, c'est largement abordé comme ça dans la prise de décision, mais c'est aussi un élément essentiel d'organisation sociale, de fonctionnement de nos sociétés. Et il y a une tension, un tiraillement entre la vision économique, de travail en tant que valeur économique, et le travail en tant que valeur sociale. Je voudrais juste vous faire toucher du doigt ces tiraillements. Souvent, les candidats, en particulier les juristes, n'ont pas tellement envie de s'aventurer sur le terrain économique, pensant que c'est un terrain de spécialistes. Je crois qu'il faut quand même avoir quelques notions. Donc, sur 3 points, je voudrais vous faire sentir ce tiraillement entre le travail vu par l'économie et le travail en tant qu'élément social, finalement, élément de constitution de la société. D'abord, premier point, pour les économistes, le travail est un facteur de production. Il existe 2 facteurs de production, le capital et le travail. Donc pour produire des biens et des services, on utilise du capital. Alors ça peut être du capital financier, de l'argent, ça peut être du capital matériel, des machines, des bâtiments, des bureaux, des matières premières, et ça peut être du capital immatériel, des idées, des brevets, etc. On utilise du capital et du travail. Ce sont les 2 facteurs de production que l'on combine pour fabriquer des biens et des services. Ça a plusieurs conséquences, cette simple définition. La première, le travail vu par les économistes, ça veut dire que le travail et le capital sont substituables. Lorsqu'on remplace un homme par une machine, et demain de plus en plus par un robot ou par de l'intelligence artificielle, économiquement, ça ne change rien. C'est peut-être même mieux. Si on le fait, c'est que c'est plus productif. Ça va augmenter la rentabilité. Donc on met finalement, chez les économistes, l'humain, le travail humain, sur le même plan que la chose, la machine, le capital matériel. Voilà. Donc il y a déjà quelque chose de perturbant. Et finalement, l'entreprise combine de la façon la plus intéressante économiquement pour elle ces 2 facteurs de production. Voilà. Donc si on laisse faire l'économie, les arbitrages, les choix, on recommandera aux chefs d'entreprise d'utiliser la meilleure combinaison des facteurs qui soit la plus économiquement intéressante pour leur activité, même si philosophiquement elle met l'homme sur le même plan qu'un tas de ferraille. Premier problème. Toujours sur ce premier aspect du travail facteur de production, donc le premier des 3 éléments que je voulais soulever, le travail est un facteur de production. C'est-à-dire qu'on achète une quantité de travail. D'ailleurs, en économie, on dit que les salariés, sur le marché du travail, l'offre vient des salariés. Ils offrent un facteur de production, une force, ça s'appelle le travail, et les employeurs achètent cette force de production, donc eux sont la demande. Pour tout un chacun, les offres d'emploi émanent des employeurs,
mais pour les économistes, l'offre de travail émane des travailleurs. Et c'est la demande de travail qui émane des employeurs. C'est donc une quantité de force, un service que l'on achète. Donc, pour les économistes, là, je veux dire, il n'y a pas de... On achète une quantité de travail. Et donc, la question, par exemple, du travail fractionné, du micro-work, vous avez un article là-dessus à la fin à lire, hein, de l'ubérisation, du travail quelques minutes, quelques jours, quelques nanosecondes, quelques heures, etc. Finalement, tout ça n'a pas d'importance. C'est une quantité de travail, elle est fractionnable. Voilà. Donc, il n'y a pas, pour l'économie, a priori, de projet d'une espèce de prise en compte du travail comme institution. C'est-à-dire la nécessité pour les gens d'avoir un emploi, de travailler de façon certaine, pour une certaine durée de temps, à un certain endroit, ce qui leur confère un certain statut, une certaine place dans la société, qui leur donne certains droits, tout le problème de la protection sociale avec l'ubérisation, certains droits aussi, on voit bien qu'il est difficile lorsqu'on a un statut précaire d'avoir accès au crédit ou d'avoir accès à un logement. Voilà, tout ça n'intéresse pas finalement la vue strictement économique. Le travail est une quantité de facteurs de production qui est vendue. Peu importe la forme, le moment, etc. À la rigueur, plus c'est souple, mieux c'est. Voilà. Donc, la réflexion en termes d'emploi, j'ai un emploi, avec tout ce que ça implique, en termes de droits sociaux, en termes d'accès à un certain nombre de services dans la société, en termes de statut social, en termes d'image de soi, en termes d'identité, tout ça n'est pas vraiment ce qui importe le plus pour l'économie, c'est un facteur de production, point barre. Et vive l'ubérisation, ça permet d'avoir juste le travail dont on a besoin au moment où on en a besoin. Point. Donc là, il y a aussi, encore une fois, un tiraillement entre le travail abordé par l'économie et les incidences quand même sociales, la valeur sociale qui est donnée au travail. Ça, c'était le premier point. Le travail comme facteur de production. Deuxième point, c'est la question du marché. Finalement, dans une économie de marché, on va considérer que la quantité et le prix de chaque chose, la quantité utilisée de chaque chose et le prix auquel il est négocié, dépend du libre jeu de l'offre et de la demande. Ça vaut pour les biens et pour les services, ça vaut aussi pour les facteurs de production qui permettent de produire ces biens et ces services. Ça vaut donc pour le facteur travail. Ça veut dire que pour des économistes, finalement, la revendication majoritaire de la majorité des économistes, c'est de laisser, puisqu'ils croient aux vertus de l'économie de marché et au libre jeu de l'offre et de la demande, c'est de laisser fonctionner le libre jeu de l'offre et de la demande de travail. Et ça a pour conséquence, par exemple, le fait que d'un point de vue strictement économique, on considère que pour qu'un marché fonctionne librement, il faut qu'il y ait le moins d'entraves possible. Il ne faut pas que les prix soient imposés de l'extérieur, qu'on ne puisse pas changer de produit, qu'on puisse rentrer et sortir sans coût, etc. Donc tout ce qui a été construit finalement, qui s'appelle le droit du travail, ou les protections du travailleur, la protection sociale, va être considéré d'un point de vue strictement économique comme un élément de dysfonctionnement du marché du travail et donc de dysfonctionnement du marché global et de l'économie globalement. Par exemple, les indemnités de licenciement, la période de préavis, toutes les protections qu'il peut y avoir du travailleur, veut dire que ce n'est pas un marché très liquide où on peut acheter, vendre, changer, etc., substituer, voilà. Donc, pour les économistes, le marché du travail ne fonctionne pas bien, ce qui explique le chômage. Plus précisément, nous disent-ils, il n'y a aucune raison de fixer un prix minimum. Si, par le simple jeu de l'offre et de la demande, on considère que le travail d'un ouvrier en France, ça vaut 300 € par mois, pour un temps plein, c'est 300 €. Si vous imposez d'avoir un SMIC à 1000 € net, vous aurez plein de gens qui seront au chômage, en fait, parce que leur travail vaut, d'après les lois de l'offre et de la demande, 300 €. On va toujours trouver une machine ou un petit chinois pour faire ce travail pour 300 €. Donc si
vous ne voulez pas vous aligner, ben tant pis, il y aura du chômage. Donc on nous explique finalement tous les maux du marché du travail, on nous explique largement le chômage par le fait qu'il y a trop de protection. Donc il faudrait plus de flexibilité, bien sûr, à l'entrée, à la sortie, à l'embauche, au licenciement, et suppression du salaire minimum ou abaissement du salaire minimum. Voilà. Donc plus de SMIC, donc des gens qui travailleraient à temps plein pour 500 € par exemple. Donc voilà la vision libérale, économique, tout à fait, je dirais, elle est ni bonne ni mauvaise, hein. Moralement elle peut vous choquer, mais si on considère que le travail est un facteur de production et qu'on croit aux vertus de l'économie de marché, il faut, pour que ça fonctionne bien, que le marché ne soit pas entravé. Sinon, la quantité de travail qu'on utilise ne sera pas le maximum de ce qu'on pourrait utiliser, et donc il y aura du chômage. Et nous, évidemment, face à ça, on a d'autres préoccupations qui sont quand même la stabilité, l'idée d'un salaire minimum pour vivre, la cohésion sociale, etc., etc., etc. Et c'est compliqué de concilier les deux, parce que notre économie est effectivement une économie de marché. Hein, et notre fonctionnement économique repose sur le bon fonctionnement du marché, des marchés, y compris du marché du travail. Et comment concilier un bon fonctionnement du marché du travail avec un certain nombre d'exigences sociales, telles qu'on les a dites tout à l'heure. D'où cette idée du revenu universel, qui serait de dire laissons fonctionner le marché du travail, et parallèlement, déconnectons quelque part la question du travail de celle du revenu. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Si on demande au marché du travail de garantir aux gens un revenu qui leur permet de vivre en France, ça n'ira pas. Parce que dans une économie mondialisée, où on peut les remplacer par des travailleurs étrangers, ou dans une économie où on peut les remplacer par des robots, par des machines, peut-être que telle personne ne peut pas travailler pour plus que quelque chose qui vaut 300 € par mois. Parce qu'à plus de 300 €, je peux aller voir ailleurs. Et donc, soit il ne travaille pas, il est au chômage, soit il travaille pour 300 €, qui est le prix du marché. Et donc, si on laisse fonctionner librement le marché, il y a beaucoup de facteurs de travail qui sera consommé par les entreprises. Mais comme 300 €, ce n'est pas assez pour vivre, il faut un autre système de redistribution pour lui permettre d'atteindre un salaire qu'on considère comme décent. Voilà. Donc la notion de revenu universel, elle vient finalement aujourd'hui à la fois, je dirais, de la gauche, un petit peu de la gauche, hein, qui considère que durablement, il y aura du chômage durablement et que donc il faut trouver des revenus et de la cohésion sociale en dehors simplement du travail. Donc ce sont les partisans plutôt de l'idée de la fin du travail, hein, la thèse de Jeremy Rifkin, plutôt la gauche. Et donc on ne peut pas attendre que les gens retrouvent du travail, la fin du chômage n'arrivera pas. Et donc il faut trouver d'autres sources de revenus que le travail. Mais ça vient aussi des libéraux, des partisans vraiment de l'économie de marché qui disent écoutez, laissez fonctionner le marché du travail, c'est l'intérêt de tout le monde, laissez-le fonctionner librement, il produira ce qu'il produit. En tout cas, c'est mieux que de l'entraver en fabriquant des chômeurs, au moins là les gens travaillent au moins pour 300 €, c'est déjà ça de gagner, et donner le complément autrement par le travail. Pourquoi pas? Pour assurer la subsistance. Voilà. Donc, là aussi, contradiction entre le fonctionnement d'un marché et des exigences sociales. Puis troisième point, d'un point de vue économique, le facteur travail, c'est du facteur travail. Je veux dire, qu'il soit le fait d'un Français, d'un étranger, etc., etc., tout ça, on s'en moque. Donc, là, il y a encore une fois une sous-estimation complète par la lecture strictement économique du travail de toutes les implications sociales que va avoir le fait d'aller chercher le facteur travail ici ou là. On sait bien que pendant les 30 Glorieuses, par exemple en France, les grandes entreprises ont beaucoup incité à l'immigration pour faire venir chez nous des travailleurs immigrés. Voilà, donc d'un point de vue strictement économique, on comprend très bien que plus le marché est large, plus on peut se fournir, mieux c'est. D'un point de vue du bon fonctionnement du marché du travail, si un facteur qui est abondant,
que ce soit du pétrole, de l'électricité ou du travail, c'est un facteur de production, il faut aller le chercher, il faut le faire venir. Maintenant, ça laisse complètement pendant la question de l'intégration. On a fait venir ces gens pour le travail, finalement ensuite il y a eu le regroupement familial. S'est-on posé la question de l'intégration dans la société française, de l'édification d'une société multiculturelle? Sans doute pas. Ça a d'abord été uniquement un objectif économique, d'importer du facteur travail. Donc quand même, en méconnaissant, je dirais, l'aspect social et les implications sociales de ce qu'elle a représenté, cette immigration, par rapport à notre modèle de société, etc. Donc là, il y a quand même... voilà, on voit que l'économie, quand elle guide les choix, ça fait l'impasse sur beaucoup de conséquences ou d'aspects sociaux de tout cela. De même, aujourd'hui, il est clair que l'immigration est plutôt arrêtée, plutôt entravée, disons, à l'échelle mondiale. Bon, bah alors à quoi on assiste? Par quoi les économies de marché remplacent l'immigration? Par les délocalisations. Finalement, du point de vue strictement économique, il y a deux systèmes. Si on veut profiter de la disparition des frontières, soit je fais venir le facteur travail chez moi, c'est l'immigration. Comme j'augmente l'offre, eh ben, il va coûter moins cher, il sera moins rare. Voilà, c'était le but, d'avoir plein d'ouvriers pas chers. Soit, puisque maintenant je ne peux plus faire rentrer qui je veux pour immigrer, eh ben, je fais sortir le facteur capital de chez moi, et donc mes investissements, mes machines, je vais les construire en Chine. Voilà. Donc soit c'est le facteur travail qui vient à moi, c'est l'immigration avec quand même toutes les questions qu'elle pose en matière sociale, sociétale, voilà, il ne faut pas voir que l'aspect économique. Soit c'est le facteur capital, donc les machines, l'investissement qui va dans les pays où se trouvent les travailleurs, puisque j'ai plus le droit de faire venir les travailleurs de ces pays, et là c'est les délocalisations, avec encore une fois un sentiment d'injustice, de trahison, ça alimente le sentiment anti-mondialisation, les populismes, etc. Donc, il y a la vision purement marché d'un facteur de production qu'est le facteur travail, c'est la vision économique, il faut l'avoir en tête, il faut comprendre comment elle fonctionne, et il y a la nécessité de concilier cette vision-là, qui est quand même à l'œuvre dans nos sociétés, qui est la garantie de notre prospérité, du progrès économique, de notre compétitivité, qu'on ne peut pas mettre de côté, avec des préoccupations sociales. Voilà. Et je voulais vous montrer que donc le sujet du travail, il est toujours entre les deux, un peu tiraillé. Et voilà, je voulais juste que vous ayez ça en tête avant de revenir dans cette fiche sur des choses sans doute plus classiques pour vous.